Avez-vous déjà réalisé un documentaire? Moi, non, jamais. Jusqu'à il y a quelques mois où je suis parti filmer mon premier documentaire en Thaïlande. Pendant un mois, j'ai filmé Ulysse Lubin accomplir un challenge complètement fou. Mais d'abord, un peu de contexte. Ulysse Lubin est un explorateur qui s'est lancé à un défi depuis plus de 3 ans, réaliser 100 challenges à travers le monde, dans l'unique but de dépasser ses barrières mentales. Moi, je montais principalement ses TikTok où il racontait ses aventures. On en comptabilise au moins 200 aujourd'hui. À l'occasion de son 44e challenge, traverser l'Europe en train, en solo, il m'a demandé de monter cette aventure. Dans cette dernière, on a voulu donner un côté beaucoup plus documentaire à la sauce YouTube. Et à la sortie de ce challenge, le prochain a été beaucoup plus ambitieux. Découvrir le Muay Thai de zéro pendant un mois pour à la fin combattre professionnellement dans l'un des plus grands stadiums de Thaïlande. Rien que ça en fait. Quand j'ai vu l'annonce en story, je lui ai direct envoyé un message et je lui ai dit « Si t'as besoin d'un cadreur, je suis chaud ». Contre toute attente, il a accepté. Après son dernier challenge, Ulysse voulait monter en gamme en réalisation. Par conséquent, il a fait appel à moi pour plus juste monter, mais aussi tourner et réaliser ce documentaire. Depuis des années que j'envoyais des messages comme ça à mes clients et ma persévérance avait enfin payé. Elle avait payé certes, mais j'avais maintenant beaucoup de pression sur mes épaules. Et oui, parce que Ulysse parlait de documentaire à la qualité Netflix. Problème, mon matériel est complètement daté et bas de gamme. Ça se voit pas, hein? Mais pourtant c'est le cas. J'avais un Lumix G80, caméra qui certes filme en 4K, mais seulement à 30 images par seconde, pas de 60. Donc si je voulais avoir des ralentis, ce qui est un peu important sur un documentaire sportif, j'étais obligé de filmer en 1080p 60 fps, 60 images par seconde. Pour accompagner ma caméra, j'avais un 1260 3.5 5.6, l'objectif de kit avec mon boîtier, et un 30 mm de chez Sigma qui ouvre à 1.4. J'ai pris avec moi un micro d'entrée de gamme de chez Rode et un micro sans fil de chez Rode toujours. Et pour terminer, de quoi tenir ma caméra et une petite lumière au cas où. Mais est-ce que vous l'aurez remarqué, je n'ai pas pris de stabilisateur. Car oui, emmener un Ronin SC dans un sac de voyage, sachant qu'il était déjà plein, ça allait être compliqué, voire impossible. Alors oui, j'ai peut-être pas le meilleur matériel, c'est sûr même. Mais j'ai de la chance parce qu'en 2019 sort sur Netflix I Fly Bird. Et il est intégralement filmé avec un iPhone 8. Comme quoi, c'est pas le matériel qui fait le vidéaste, mais ses idées. J'ai donc pris cette façon de penser et mon matériel et j'ai sauté dans l'avion direction la Thaïlande. Je vous avais dit que c'est seulement la 2e fois que j'avais pris un avion et aussi la première fois que je quittais la France. Bon, arrivé à Bangkok, je rejoins Ulysse immédiatement. D'ailleurs, je vous ai dit que c'était la première fois que je rencontrais Ulysse. On a visité et un peu filmé Bangkok pendant 2-3 jours, puis on a pris un train de nuit de 15 heures, un taxi pendant 1h30, un bateau pendant 45 minutes pour enfin arriver à Koh Phangan, l'île où allait se passer le challenge. Et je peux vous dire que filmer avec un sac à dos plein et un sac de voyage à bandoulière plein à craquer aussi, c'était pas facile d'être stable sur la caméra. J'avais ce sac sur le coup comme ça et un grand sac à dos derrière et je devais filmer. Donc les plans filmés jusqu'à arriver à Koh Phangan, c'était compliqué. Bon, arrivé sur l'île, le challenge commence. 30 jours de tournage intense. Non, c'est faux. J'ai dû filmer une dizaine de jours sur les camps d'entraînement et les autres jours j'étais en train de me reposer, c'est le mot. En vrai, je me reposais pas tellement parce que pendant la Thaïlande, j'étais en train de préparer ma formation de montage vidéo Atomic Editing, qui est disponible d'ailleurs si vous voulez aller voir, c'est dans la description. Tout mon savoir est là-dedans, toute ma façon de faire est donnée dans cette formation. Donc si vous voulez faire les mêmes montages que moi, bah c'est là. En plus de ça, je devais continuer de tourner, monter les 12 travaux. Et oui, 10 jours de tournage, c'est peu, mais on a jugé avec Ulysse que rester à chaque entraînement pour tout filmer, ça allait pas être vraiment très intéressant. Parce que leur routine était très carrée et c'était tout le temps la même. Ce qui nous a aidé à quand même pas tout rater, c'est que pendant le challenge, on coécrivait le documentaire. Bon alors comme ça, on pourrait croire que c'est scripté, ça l'est pas vraiment, c'est juste qu'on sait comment ça va se passer et on sait comment on veut le raconter. On a des pistes de ce qu'on va se manger dans la tête. On sait qu'ils vont s'entraîner, on sait qu'il y aura des exercices et des fois manger forcément, donc il faut le raconter. Et ensuite on sait qu'on a un combat, on sait pas contre qui ils vont se battre, mais ils vont se battre, donc il y aura forcément un fight, enfin bref. C'est comme ça qu'on essaye de prévoir, en laissant la porte ouverte aux imprévus. On pouvait pas savoir à l'avance ce qui allait se passer, mais on a déjà structuré la manière de le raconter, par exemple le découpage en semaines, pour être le plus efficace dans la manière de tourner, et quand il y avait des événements qu'on savait qui allaient se passer, comme le match qu'ils vont voir à Tongsala, et bien ça on pouvait à peu près prévoir à l'avance comment on allait le filmer. Bon, c'est bien de savoir quand on va filmer, mais maintenant
faut le filmer. Et sur ça, j'ai 2-3 petits trucs à dire. Surtout au niveau des problèmes que j'ai rencontrés. La dynamic range de ma caméra est plutôt faible. La dynamic range d'un appareil est la capacité à voir profondément dans les basses lumières et profondément dans les hautes lumières. Sur l'image de gauche, les hautes lumières sont complètement cramées et les ombres sont complètement noires. On n'a aucune information. Et dans l'image de droite, on voit les parties sombres et on voit aussi correctement les parties claires. Et le problème, c'est que le camp d'entraînement était assez mal éclairé. Les lumières au plafond étaient très peu puissantes et de très mauvaise qualité malheureusement, alors qu'à l'extérieur, il y avait un grand soleil presque tout le temps. Le contraste entre les deux était ok pour un œil humain, mais pour ma caméra, c'était très compliqué. Donc parfois, regardez l'arrière-plan pendant le documentaire, vous verrez que l'extérieur du camp est complètement cramé. En parlant de cramé, c'était très impressionnant de les voir se donner. Presque parfois j'étais déstabilisé par ce qui se passait sous mes yeux. Mais j'essaye de rester le plus concentré possible. Après le mois d'entraînement, on est parti sur l'île voisine, là où se déroulait le combat. Et le combat, parlons-en. J'étais seul et filmer un combat avec un seul point de vue n'était pas très intéressant et je risquais de perdre des événements marquants du combat. Alors il me fallait une deuxième caméra qui filme tout le combat sans s'arrêter et si possible en plan large pour avoir toute l'action. Normalement, le Pet Buncha, le stadium où Ulysse a combattu, avait pour habitude de filmer avec une caméra télé et de les rediffuser ensuite. Les combattants pouvaient avoir accès, donc c'était parfait. On avait une vraie caméra télé qui filmait tout le combat et moi, au pied du ring, à filmer des coups de beaucoup plus près. Le souci, c'est que ce jour-là, elle n'y était pas. On ne sait pas pourquoi, mais malheureusement, on a dû faire sans. Heureusement, un ami d'Ulysse avait une GoPro avec lui et on a réussi à l'attacher à l'endroit où de base il y a la caméra. Donc ce que vous voyez pendant le combat, le second plan un peu de mauvaise qualité mais plus large, est un plan de GoPro. Mis à part ça, le combat s'est assez bien déroulé, à part qu'il y a des moments où c'était compliqué de tout filmer correctement. Quelques jours après le combat, nous sommes retournés au stadium pour filmer 3 interviews, Jojo, Ulysse et Ivan, pour améliorer le storytelling. Et les interviews faites, il était temps de rentrer. Arrivé chez moi, le boulot n'était pas fini. Il fallait attaquer le montage avec plus de 300 gigas de rush. Premier documentaire plus course contre la montre est égal, je n'avais pas le temps d'optimiser mon workflow ou d'apprendre comment procéder. Je l'ai donc fait à ma manière, avec le temps que j'avais. Au début, je voulais dérush les 3 interviews en entier. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, ça me perdait beaucoup plus qu'autre chose. J'ai donc procédé autrement. Dérush une partie d'interview pour chaque intervenant. Exemple, de la présentation des personnages jusqu'à l'arrivée à Kopangan. Puis, je rajoutais des voix off d'Ulysse si besoin. On en avait tourné environ 18, dont certaines qu'on était sûr qu'on allait utiliser, comme la voix off qui raconte l'histoire de Jojo, la voix off qui raconte l'histoire de Pet, et de Bam. Bref, dès que mes interviews et mes voix off étaient placées, la narration était enfin prête. Mais une bonne narration passe aussi par la musique. Pour les training montages, les transitions entre les semaines, les moments de doute ou même accompagner les propos d'interview, dans ce documentaire, il n'y a que très peu de temps sans musique. C'est un peu la base même de ce docu. J'ai utilisé exclusivement Epidemic Sound pour tous les trouver et comme pour remercier tous les encouragements et les retours positifs que j'ai eus, vous aurez accès à la bande originale dans la description de la vidéo. Mais pour accompagner les musiques, il y a aussi les bruitages, les SFX. Concernant ces derniers, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai utilisé beaucoup de riser et des impacts. Pour tous les bruitages d'ambiance comme les oiseaux par exemple, ça a été presque exclusivement capturé par le son de ma caméra. Par exemple, ce bruit d'ambiance là a été capturé sur ce rush. Donc là-dessus, je suis plutôt chanceux. Le lieu faisait que j'avais pas besoin de rajouter de faux sons. Et ce son, je peux le réutiliser à plein d'endroits. Merci la faune environnante de m'avoir directement servi mes SFX sur un plateau d'argent. D'ailleurs, un autre exemple, sur ce plan, le bruitage est naturel. Pour le match à la fin, j'utilise le même procédé de réutiliser des sons que j'ai capturés avec ma caméra. Par exemple, celui-là. Le son a été utilisé plusieurs fois pendant le combat d'Ulysse en arrière-plan et cela va de même avec les bruitages de foule que j'ai pu capturer là-bas et j'en ai rajouté peut-être 1 ou 2 qui sont pas réellement capturés sur place mais ça reste très minime. Le training montage est une compétence à part entière. Il nécessite une bonne musique, de beaux plans
et une très bonne gestion du rythme. Je passais plus de 3 à 4 heures par training montage. Les plans n'étaient pas toujours dans l'ordre, mais en tout cas, ils avaient un certain sens. Prenez pour exemple le premier et le deuxième training montage. La différence est flagrante. On passe d'un premier training montage très décontracté avec des blagues pas très sérieux à un deuxième où tout de suite on sent la désillusion des protagonistes avec la musique et comment j'ai choisi et placé les plans. Je suis en train d'apprendre à paraître fort. Quand je suis dans le rouge physiquement, Jojo me répète « Lève ta garde, redresse-toi, aie l'air fort !» Respire, prends la paix, respire. Même quand je suis cramé, je dois rester debout, droit, les épaules redressées. Je ne dois pas grimacer, je ne dois pas me plaindre. Ça améliore grandement le storytelling. On se dit, ah ouais, ok, on rentre dans un truc sérieux. Les G-Cut et les L-Cut vont aussi grandement améliorer ce dernier et sont comme les musiques une grosse base principale du documentaire. Le G-Cut et le L-Cut est la manière dont le monteur va commencer ou arrêter un son avant la vidéo. Mais c'est mieux avec un exemple, je pense. Dans la séquence que vous allez voir, le son commence avant l'apparition de la vidéo. On est sur un G-Cut. Ouais, c'était intéressant et un peu effrayant. Moi, ça m'a excité. Ulysse commence à parler, mais il n'apparaît que quelques secondes plus tard à l'écran. Ça, c'était un G-Cut. Le L-Cut, c'est tout simplement l'inverse. Le documentaire est rempli de cette technique. Le motion design, quant à lui, est beaucoup moins présent. Un peu comme les SFX, il n'était pas nécessaire d'en mettre beaucoup. À part pour des informations plus visuelles quand ça a aidé la compréhension, mais cela restait rare. Et cela va de même pour la colorimétrie. Et oui, quand on pense documentaire, on pense plan de drone et colorimétrie marquée. Bon, pour le drone, j'en avais pas, et c'est bien dommage d'ailleurs. J'ai pas l'excuse du Ronin comme quoi ça rentrait pas dans mon sac. Et concernant la colorimétrie, ma caméra ne filme pas en log. Le log est un profil d'image très peu contrasté qui permet une plus grande possibilité de colorimétrie. Et comme le log m'était manquant, j'ai fait donc le strict nécessaire qui ne dégradait pas la qualité du documentaire. Donc j'ai réajusté quelques plans qui étaient trop sombres ou trop clairs. La seule vraie colorimétrie, c'est celle de l'intro et celle des petits passages flashback. Pour ces derniers, c'était une technique très simple, je descendais la saturation pour donner ce côté flashback. Concernant l'intro, j'ai aussi descendu la saturation, sauf du rouge. Je voulais que le rouge ressorte. Car c'est la couleur de leur tenue pendant le combat et que ça représente bien la violence du Muay Thai, par la couleur du sang. La première version du documentaire a donc été rendue 2 mois après la fin du challenge, le 31 janvier 2023. 9 versions et 1 mois de retouches plus tard, et le documentaire était enfin prêt à sortir. Mais on n'allait pas le sortir bêtement sur YouTube. Ulysse voulait créer un événement, une avant-première. Et ça tombe bien, Media One l'avait contacté pour parler de son documentaire. Media One, c'est la plus grosse société de production et de distribution d'audiovisuel en France. Voici quelques exemples de leur production. Cette énorme boîte nous a proposé de nous accueillir pour diffuser le documentaire en avant-première dans leurs locaux devant plus de 120 créateurs et créatrices. L'opportunité était trop belle. Alors c'était décidé, le lundi 13 mars 2023, je suis monté sur Paris en compagnie d'Ulysse, direction Media One. Après un test technique plus que concluant, j'étais assez choqué que la version H264 MP4 marche si bien sur un grand écran de cinéma. On s'est donc préparé après pendant quelques heures et à 18h, il était temps de commencer l'événement. Ça a commencé par une masterclass de Ulysse Lubin, Victor Apchi et Justine Planchon, la directrice de prod de Media One. Autant dire c'est du high level quoi. Après une heure de discussion et de questions-réponses, il était l'heure de montrer plus de 5 mois de travail acharné. Non, pas 5 mois en fait, mais bien 11 ans. 11 ans de passion vidéo. Chaque jour, chaque projet, chaque fois que j'allumais ma caméra ou que j'ouvrais Premiere Pro, me rapprochait de ce moment. Le moment où mon plus gros projet, la création où j'y ai mis le plus de cœur, le plus d'efforts, était diffusé sur un grand écran, devant des personnes si prestigieuses. Alors oui, j'ai peut-être lâché une larme, voire même plusieurs. Puis le lendemain, sortait le documentaire sur YouTube. J'ai reçu encore plus d'éloges, j'ai re-regardé le documentaire avec mes proches, mais j'avais un sentiment que je devais faire encore mieux. Pas pour les autres, mais pour moi. S'arrêter là, ça serait trop simple. Car j'ai toujours rêvé de raconter de grandes histoires et faire ressentir des émotions. Alors, je veux que raconter des histoires devienne mon histoire.